Chers internautes, bonsoir pour ce nouveau live du jeudi. Nous recevons pour celui-ci Lélie Jabet, Pat, comme d'habitude, et moi-même. Nous allons débattre de différents sujets d'actualité. Si vous souhaitez intervenir, il n'y a aucun souci. Il y a votre ami Paul qui est en back-office qui fera le nécessaire pour vous faire monter. Voilà. Pat, tu démarres comme d'habitude. Oui, je démarre. Merci Lélie d'être venue ce soir. Je sais que tu es sur Belfort, mais tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. Oui, donc ce soir, on mettra. Il y a Paul qui pourra vous faire venir monter directement dans le live pour échanger avec nous. Donc, équipez-vous d'une paire d'écouteurs, si vous avez. Et après, il vous donnera la marche à suivre. Bon, Lélie, enchanté de te recevoir. Donc, et tu es à Belfort ce soir. C'est ça. Pour des gens qui défendent leur liberté, un peu, de travailler. De travailler, ouais. En fait, je suis avec le collectif des entrepreneurs et des salariés en difficulté qui ont, comme chacun sait, des commerces pas forcément essentiels, du coup, des commerces qui sont fermés. Ils ont essayé d'avoir un dialogue avec la préfecture pour essayer de bouger et surtout de s'entraider, parce que le but, c'est pas forcément de réouvrir les commerces, parce qu'on sait très bien qu'une action dans une ville ne va pas changer la situation sanitaire ni les décisions du gouvernement, quoi qu'il en soit. Mais ils voulaient vraiment pouvoir avoir quand même une visibilité pour justement aider d'autres commerçants aussi en difficulté, que tout le monde faire remonter les informations et puis pouvoir peut-être gérer tout ça différemment. Et surtout aussi aider d'autres indépendants, d'autres artisans, d'autres commerçants dans les démarches administratives, parce que il y a pas mal de choses. D'ailleurs, on a fait un live avec Bir qui sont pas vraiment connus, et le but c'était justement d'aider dans les démarches les commerçants à s'en sortir un peu mieux dans cette crise. Ils ont déclaré une manifestation pour le lundi 9. Nous, on est venu couvrir l'événement. Et puis il s'est avéré qu'ils avaient fait livrer un Algeco pour créer des bureaux, justement pour pouvoir avoir cet échange. De toute façon, le président avait dit qu'il fallait être au plus près de l'État, donc ils se sont installés tout naturellement devant la préfecture de Belfort. Ça a été retiré séance tenante. Sauf que ils n'ont pas lâché prise, ils ont fait venir un camping-car pour quand même avoir un abri. Et puis, ils ont installé leur bureau devant la préfecture, sachant qu'ils ont aussi déclaré une manif à durée indéterminée et qu'elle a été acceptée par la préfecture. Donc, on est aujourd'hui jeudi et on est toujours devant cette préfecture, puisque le préfet a catégoriquement refusé de leur parler. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là, le maire, entre deux, est intervenu parce qu'il y a une tentative d'évacuation. Monsieur le maire est intervenu et leur a donné un rendez-vous pour demain matin. Donc, on aura un peu plus de précision sur la situation demain matin. Et puis là, ils vont quand même pouvoir échanger avec un élu, sachant qu'ils sont soutenus par d'autres élus, des anciens élus de Belfort, des élus de l'opposition. Donc, il y a quand même une jolie mobilisation qui se crée autour de ces commerçants qui se battent juste pour leur gagne-pain, en fait, mais aussi pour le travail de leurs employés, parce qu'en fait, tous ces entrepreneurs ont 1, 2, 3, 4 salariés, et que de la vie de l'entreprise dépend l'emploi des salariés aussi. Et on a eu l'occasion de donner la parole à Yann, qui lui est boulanger, restaurateur, hôtelier, et qui a des employés et qui dit, vous savez, je me bats pour moi, mais je me bats aussi pour mes employés, et les employés qui lui rendent bien, puisqu'ils le soutiennent très très fort dans cette démarche. Oui, on voit des exemples un vent, j'appelle ça un vent citoyen des citoyens entrepreneurs qui est en train de se mobiliser en France devant une espèce de marteau qui est en train de les écraser, qui s'appelle l'État. Parce que pour moi, c'est de l'écrasement. C'est abominable ce que fait l'État en ce moment. Depuis le mois de mars, il leur met la tête sous l'eau. Et c'est ce dernier lien là qu'on avait encore, lien social, ils sont en train de le fermer. On n'a plus de loisirs, pas de sortie, plus rien. Et on peut même plus aller chez les commerçants.
Et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, on l'a encore entendu tout à l'heure avec Castex, quand il a annoncé que les commerçants seraient aidés à hauteur de 10 000 euros. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut bien savoir que c'est complètement faux. Il y a des conditions. Et c'est pas à hauteur de, c'est juste que. Et c'est principalement pour des sociétés avec plus de 50 employés de mémoire. Donc, en fait, il y a plein de commerçants, il y a plein de cases à remplir. Il faut rentrer dans toutes les cases. Et s'il y a une case dans laquelle on ne rentre pas, on n'a pas cette aide. Et c'est là où c'est pervers comme discours. Parce qu'on avait anciennement les gilets jaunes qui se battaient pour un pouvoir d'achat supérieur à 1200 balles par mois, ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment. Et quand des gens qui se battent pour avoir un peu plus que 1200 euros entendent dire les entrepreneurs, on va leur donner 10 000, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eux, ils sont aidés. Parce que 10 000 euros, pour quelqu'un qui en gagne 1200, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est les charges, c'est les loyers, c'est les taxes, c'est la TVA, c'est parce qu'attention, ils ont reçu leur demande aujourd'hui, les comptables, ils ont contacté pour faire la déclaration TVA. Donc, en fait, tout continue. Et il y a eu des suspensions de prêts qui ont redémarré ici au moment du deuxième confinement. Donc, ils sont encore pour parler avec les banques pour voir s'ils vont pouvoir encore reculer leurs prêts ou pas. Et les 10 000 euros, c'est qu'une goutte d'eau. Et encore, ils ne l'ont pas forcément tous. On entend aussi dans le même mouvement le gouvernement dire et puis à côté des 10 000 euros, on va donner 150 euros en plus au RSA, plus 100 euros par enfant. Et là, encore une fois, la classe moyenne, les gens qui ont le plus protesté en France ces 2 dernières années, se disent eux aussi, on va les aider. Et résultat, nous, on est en chômage partiel, on perd plein d'argent sur notre salaire. Et quand on n'a pas perdu notre taf, et finalement, nous, on ne nous aide pas plus que ça. Et en fait, cette façon de communiquer, met des gens, encore une fois, dans des cases et surtout divise. Oui, bien sûr. Et c'est ça le côté pervers, c'est qu'en fait, tout le monde est dans la mouise, clairement. Et dans les communications du gouvernement, on se rend compte qu'il y a cette volonté, encore une fois, de surtout faire en sorte que les gens se montent les uns contre les autres, en pensant être les oubliés, ou alors en pensant que les autres sont les favorisés. Mais moi, j'ai jamais entendu les gens du RSA se plaindre. Parce qu'en plus, les gens du RSA, la seule chose dont ils se plaignent, c'est de ne pas avoir de travail. C'est ça. Et ils n'ont jamais demandé à avoir de l'argent. Eux, ça leur tombe dessus comme ça. Et moi, j'ai des contacts qui m'envoient des messages en me disant, Lélie, on se fait assassiner sur les réseaux, mais on n'a rien demandé. Mais c'est pas nous. Et là, il faut bien que les gens se rendent compte qu'en fait, tout ça, c'est fait justement pour pas que tout le monde se mette en colère en même temps. Parce que là, ce serait catastrophique pour le gouvernement. Ouais, mais c'est un peu ça. Et on disait aussi sur les entreprises, ceux qui sont créés début janvier, c'est même pas la peine. Ceux-là, ils sont mornés, les prêts et tout, c'est très compliqué. J'en connais pas mal qui ont essayé quand même d'accrocher le wagon, mais qui sont dans une galère monstre. Et le discours du gouvernement ce soir, si vous êtes des bons soldats, on vous donnera du travail. Si vous êtes des bons commerçants, si vous voulez ouvrir comme ça et comme ça, vous pourrez ouvrir. C'est quand même pitoyable, quoi. Tu ne peux plus faire ton métier, tu ne peux plus exercer un métier que tu veux. C'est-à-dire, elle nous a dit, Bob, qu'il y avait 340 000 emplois qui vont être créés, mais dans certains secteurs, pas d'autres. Donc, alors, tu as 340 000 emplois qui vont être créés et tu en as 700 000 qui sont morts depuis la première vague du Covid. Tu as 30% des entreprises qui menacent de fermer. C'est de la poudre aux yeux. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est la façon de le dire est dans certains secteurs. C'est-à-dire que on est en train de montrer une nouvelle société avec des secteurs de travail qui n'existeront peut-être plus. On est en train de te faire comprendre ça. Et c'est là que c'est grave. Moi, je trouve ça très, très grave, quoi. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils consomment sur Amazon mais arrêtez-vous, hein. Le gouvernement qui a envoyé les gens sur Amazon, mais c'est pitoyable. Castex, employé du mois de Amazon. C'est sûr. Ah, oui, moi, je trouve c'est... je ne sais pas dans quel monde on vit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je disais. J'ai fait plusieurs lives. Allez sur MGL, vous verrez les lives de Belfort depuis lundi. Dès qu'il se passe quelque chose, on essaie de communiquer. J'ai dit dans plusieurs lives, les petits commerçants sont les cœurs de ville. C'est la vie d'un village, c'est la vie d'une ville. Il va vous rester quoi? Il va vous rester des grandes surfaces impersonnelles.
où vous êtes traité comme de la merde, vous devez même pointer vos propres articles. Quand on voit tous ces gens qui se ruent sur les caisses automatiques pour gagner 3 minutes, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous payez des produits avec un service que vous n'utilisez pas. Et en plus, vous sacrifiez des emplois en faisant ça. Et le comble du comble, c'est que les employés du magasin, souvent, nous dirigent vers ces caisses automatiques. Donc alors ça, si c'est pas du moujon, je suis désolée de le dire, mais il arrive un moment, il faut arrêter d'être con. Enfin, moi, je refuse de passer à ce genre de caisse quand je vais dans un magasin. Je refuse catégoriquement. Et j'explique pourquoi je refuse. Et en fait, tous les petits services, moi, je me souviens, dans mon village d'enfance, j'allais à la boulangerie, on me filait un coton de pain. J'allais chez le charcutier, on me donnait une rondelle de saucisson. Tout cet échange, toute cette convivialité, c'est ce qui fait la France. C'est ça. C'est ce qui fait le morceau de fromage chez fromager. Enfin, c'est ce qui fait l'essence même de la France, la gastronomie. Tout ça, ça n'existera plus. Vous allez bouffer la merde qui sort des usines de Tricatel, les gars. C'est ça. Mais vous laissez mourir vos commerçants, vous allez bouffer de la merde. À la base, la France, c'est des Girondins. C'est des gens qui sont des bons vivants, des ruraux. C'est ça, la France. Et on est en train de nous la lisser, de nous faire un État maastrichtien. Parce que, moi, je refuse. Voilà, moi, je refuse et je veux rien savoir. Et quand je vois des gens, même ça, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, je vois des gens qui vont ou qui sortent de manif, ils vont bouffer au McDo. Mais mes gens, réveillez-vous, quoi. Vous manifestez contre un système et vous l'entretenez derrière. Ouais. Allez manger à la petite friterie du coin de la rue, allez manger une pizza, ça vous coûtera moins cher, c'est meilleur. Vous ne boufferez pas de la merde. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et on me dit, ouais, mais non, mais il faut arrêter, stop. Soyez cohérents dans votre façon de penser. Vous vous battez contre quelque chose, n'entretenez pas ce système. On a des gens, moi, mes enfants, ils vont avoir un cadeau à Noël, donc je vais commander chez Amazon. Non, tant pis. Expliquez à vos enfants pourquoi ils n'auront pas, le Père Noël, il ne passera pas cette année, parce que le gouvernement, il est très con et qu'il a fait fermer les marchands de jouets et que le Père Noël, il ne peut pas se fournir. Expliquez-leur, mais n'allez pas acheter chez Amazon. Enfin, je sais pas, moi, il y a des fois, je ne comprends pas. Les gens, on dirait qu'ils sont lobotomisés parfois. Alors, le problème, c'est que l'État a créé un tel climat anxiogène. Les gens ont peur. Allez voir Hold Up, alors. Ça va vous détendre, on va en parler un moi, petit ça me peu. détend tellement que je m'endors devant. Tout je le sais, donc. Enfin, tout ce qu'il dit, je le sais. Mais si tu veux, à partir de là, la démarche, on est dans une phase, j'en parlais avec Bruno et Matt, où les gens commencent à poser des questions, à se réveiller. Moi, je le vois dans mon petit village. J'ai des gens qui viennent parler, qui disent qu'est-ce qui se passe, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Et des gens qui, lambda, quoi, qui sont en train de se réveiller. Et tu sais, le bureau des entrepreneurs, parce que finalement, ils ont quand même fait leur bureau, ils ont une table avec un cahier de doléances, etc. Ça fait que les gens s'arrêtent, les gens discutent. Voilà. Et en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que il y en a quand même maintenant qui commencent un peu à ouvrir les yeux, et il y en a d'autres qui comprenaient pas. Et en prenant le temps justement d'expliquer les choses, de leur dire, et de leur dire ce que je suis en train de vous dire simplement maintenant, ils se disent, ils sont peut-être pas forcément convaincus, ils ont toujours peur, mais ils commencent petit à petit à assimiler le fait qu'en fait une pandémie, ça se compte en nombre de morts et pas en nombre de cas asymptomatiques. C'est le problème qu'on ait eu un peu peur au mois de mars et que, je veux bien. Mais après, ça, on a le temps de s'informer, de se dire, OK. Et là, c'est des gens qui sont hospitalisés. Les urgences, elles fonctionnaient avant. Elles étaient aussi remplies, peut-être pas autant. Mais allez voir sur MGL, on a sorti une vidéo il y a une quinzaine de jours. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, des reportages aux 20h des mainstream. Donc, il y a TF1, il y a LCI, il y a M6. Enfin, il y en a sûrement d'autres, je ne me souviens plus lesquels on a cités. Mais qui disent catastrophe, on doit mettre les lits dans les couloirs parce qu'on n'a plus de place dans les urgences. Et bizarrement, ces mêmes mainstream qui ont fait ces mêmes reportages pendant 5 ans s'en souviennent plus. Ouais. Ils ont oublié. C'est bizarre parce que moi, on me dit quelque chose une fois, je l'oublie pas. Et si on me le rabâche pendant 5 ans de suite, je l'oublie pas non plus en fait. Si tu veux, et eux, ils ont oublié.
voilà, mais si tu veux, il faut la démarche quand même, vous dire aux gens, faites attention, mais il faut vivre. Mais bien sûr. Parce Mais que ce c'est pas virus, il est enfermé dangereux pour les gens entre quatre murs. qui ont des pathologies, pour les gens un peu plus âgés. Ici, on nous a dit, dans le discours, les chiffres sont très bien utilisés. Tout à l'heure, Castex a dit, il y a 40% des gens hospitalisés qui ont moins de 65 ans. Moi, je dirais plutôt qu'il y en a 60% qui ont plus de 65 ans. Vous voyez, le chiffre, quand il est dit comme ça, il est moins effrayant. Et puis, dans les 40%, il y a quoi comme pathologie? Parce qu'on peut avoir moins de 65 ans, en avoir par exemple 64. Déjà, moins de 65, entre 60 et 65, on est déjà dans une tranche d'âge à risque. Hein. Clairement, on a moins d'immunité, on a moins de... Et en plus, on a des pathologies. Et dans les mêmes 28-40 ans, on a des gens à pathologie. Et c'est des gens qui sont hospitalisés maintenant, peut-être aussi parce qu'ils ont... Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que c'est une possibilité. Et ces chiffres-là, bizarrement, on ne nous les donne pas. J'en ai d'autres. Taux de mortalité, 84 ans. D'accord? OK. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que 90% des cas Covid de 84 ans sont guéris. Ah, mais ça, on ne te le dit pas. On ne te le dit pas. Donc voilà. Ouais. Et je pense qu'il faut que les gens sortez, prenez l'air, respirez, échangez, appelez la famille, les voisins, discutez, regardez ce qui se passe. Éteignez la télé déjà. Éteignez aussi BFM, CNews. Allez voir sur des médias indépendants comme Lélie, c'est MGL France. Allez aux infos. Et surtout, rassurez-vous les uns les autres. Il faut arrêter. On va pas vivre dans la peur éternellement. Vous savez, hein, moi j'ai fait, depuis le déconfinement, je pense que j'ai fait toutes les manifs qui ont eu lieu, quasi. Presque tous les week-ends, je suis en manif. Je côtoie des centaines de personnes par week-end. Ici, je suis ici depuis lundi. On côtoie des gens à longueur de journée. Alors oui, parce qu'on n'a pas d'argent à donner pour une amende, on met les masques comme on peut, hein, comme ils tiennent, parce que ça glisse souvent un masque. En fait, ça ne tient pas très bien. Mais j'ai pas été malade. Et même si j'ai été malade, ben j'ai toussé, c'est vrai, à une période un petit peu. Mais si je l'ai chopé, ben je m'en suis même pas rendu compte. Ouais. Alors je prends pas mon cas pour une généralité. Hein. Moi j'ai une amie qui a été testée positive. Alors est-ce qu'elle l'était vraiment? Mais elle a été testée positive, parce que ça aussi c'est un autre débat. Elle a eu quelques jours où elle a toussé, elle a été fatiguée quelques jours, et puis pouf, plus rien. Donc il faut arrêter, quand on est en bonne santé, de focaliser. D'ailleurs c'est comme ça, hein, c'est psychosomatique. Hein. C'est comme ça qu'on se rend malade. Protégez vos personnes fragiles, protégez vos anciens. Moi je vais pas chez ma grand-mère quand il y a une épidémie de grippe, hein, c'est juste du bon sens. Hein. Depuis que je suis toute petite, si j'ai la grippe ou si j'ai un rhume, je vais pas chez mamie quand à l'hiver parce qu'elle est pas très bien et qu'on risque de la contaminer. Mais je veux dire, ça s'appelle juste du bon sens. Et on l'a toujours fait instinctivement. Reprenez vos instincts de protection habituels et n'allez pas voir vos personnes fragiles quand vous êtes malade. Ou si vous pouvez éventuellement leur refiler une gastro ou quelque chose du style. C'est exactement la même chose. C'est du bon sens. Si tu veux. C'est juste du bon sens. Et surtout, voilà, il faut vous rassurer tous. Il faut arrêter parce que le coup de pression qu'ils ont encore mis là, le ministre Véran, il nous expliquait toutes les maladies qu'il y avait dans la Bible de la médecine, dans le Vidal. Il nous expliquait les gemmes. Il faut arrêter, c'est pas son rôle. Le rôle d'un ministre actuellement, c'est de mettre en avant un programme pour envisager à soigner les pathologies qui ne le sont pas actuellement. Parce que les cancers continuent, les tumeurs, elles continuent, les crises cardiaques, elles continuent, les infarctus aussi. Il faut arrêter. Bien sûr. Et on est en train de mettre les gens en stress. On va créer d'autres maladies, des dépressions, des burn-out. Mais de toute façon, c'est ce que les médecins disent. Hein. Enfin, les médecins, je vais dire les médecins dignes de ce nom et qui ne sont pas affiliés à Gilead, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de conséquences indirectes du Covid et beaucoup plus de morts indirectes du Covid que de morts du Covid tout court. Et d'ailleurs, il y a, je pense que c'est professeur Montagne, comment il s'appelle, je ne sais plus.
Enfin, bref, il y a un professeur qui a dit qu'on mourrait avec le Covid et pas du Covid. Ouais. Et c'est voilà. Donc dans tous ces morts, il n'y en a pas tant que ça finalement, parce que prenez les morts du cancer, il y a des gens qui n'ont pas pu dépister leur cancer à temps et qui sont en train de mourir à cause de ça. C'est ça. À cause de la première vague. Eux, ils vont mourir de quoi? Du Covid aussi? Bah ouais, on va les compter dedans tant qu'à faire. Nous, je vais vous raconter une chose. On a un pompe funèbre qui s'est arrêté sur le stand des entrepreneurs et qui nous a dit, vous savez, j'ai été chercher un pendu. Le gars, il s'est pendu. Tu vois, donc voilà, ça arrive, hein, malheureusement. Suicide. Il le dépend. Le médecin arrive pour constater la mort et il met Covid. Et le pompe funèbre lui dit, mais attendez, comment vous savez qu'il l'avait? Il était malade. Enfin, le pompe funèbre s'inquiète parce que forcément, il a une équipe derrière qui va travailler sur le corps. Et il lui dit, c'est pas votre problème. Non, et un de plus. Hein. Mais oui, vas-y. Voilà. Donc, on a plein de cas qui remontent comme ça. Moi, j'ai une amie qui est allée dans un rassemblement, si on peut appeler ça comme ça, enfin bref, et qui a entendu un monsieur dire que sa maman, dans un EHPAD, n'avait aucun symptôme et l'EHPAD voulait la classer Covid. La famille a dû se battre contre. Et des cas comme ça, on en entend. Il y a beaucoup, hein, je te rassure. Donc, si on retire déjà tout cela, alors je ne sais pas combien il y en a, je ne vais pas spéculer, mais on en retire. On a combien de morts par jour? Il nous a dit entre 100 et 400. C'est quoi 100 ou 400 morts? Mais il y en a combien? De la cigarette, je pense que c'est 200-300 par jour. Oui, c'est 55 000, je crois. C'est 73 000 par an. Ouais, par an. Selon les chiffres officiels, hein, on ne l'invente pas. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, tu vois, Lélie, c'est actuellement, on a un gouvernement, on a 2 assemblées, on décide tout en conseil de guerre, là, en comité de défense. On sort notre petit papier, on dit à l'Assemblée, votez ça par ordonnance, faites voter, il faut que ça passe. Donc, on a un petit groupe qui est en train de dicter à 68 millions de Français, en état d'urgence, ce qu'il faut faire. Ouais. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça. C'est là que moi, il nous faudrait des assemblées citoyennes ou de commerçants qui donnent leur avis. Parce que là, on ne sait pas qui prend les décisions. Bah si, on le sait, c'est le gouvernement. Oui, mais une partie, mais dans le comité de défense, qui est carrément, normalement, il ne doit même pas servir à ça, en fait. Bruno, tu veux en parler? Non, mais non. J'écoute ce que vous dites. Non, j'étais en train de réfléchir par rapport à la grippe espagnole, qui a eu une incidence à peu près de 4 sur 1000 à l'époque, donc à peu près 240 000 morts. Elle a tué plus que la Première Guerre mondiale. C'est quand même pas rien. Et avec des moyens médicaux qui étaient différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Hein, voilà, on peut situer à ça. Lélie disait tout à l'heure que effectivement on classait les gens morts Covid. Non, mais le Covid a provoqué effectivement des surinfections. Ce sont les surinfections qui ont tué, ce n'est pas le Covid proprement dit. Voilà. Le Covid provoque des dérèglements au niveau du corps tels qu'effectivement le corps est affaibli et ne peut plus se dépatouiller tout seul. Et si on s'y prend trop tard, effectivement, même les antibiotiques ne peuvent pas contrecarrer ces surinfections. Voilà, pulmonaires, cardiaques. En plus, les vaisseaux sanguins qui se bouchent, les vaisseaux pulmonaires, les alvéoles pulmonaires, pardon. C'est le bazar. Voilà. Ouais. Tu viens de remonter le moral, j'ai arrêté de fumer. Mais non, mais on est en train. Alors, parce que c'est un travail que je vais faire dans les jours qui viennent. Je vais regarder les années précédentes, combien il y a eu de morts, pour quelles raisons, etc. Ouais. etc. Tu vas te surprendre. Ça fait... Moi, excuse-moi du terme, on est en train de nous chier dans les bottes avec ces chiffres.
Hein. On en discutait effectivement à midi avec Mathieu, et on sait très bien que les tests sont faussés dans la méthodologie, et que les cas positifs ne sont pas forcément de vrais positifs, et il y a des cas négatifs qui ne sont pas forcément des négatifs non plus. Donc ces tests sont complètement pipeaux, et ils sont en train de nous pourrir l'esprit avec ça. Enfin, ils pourrissent l'esprit des gens qui ne veulent pas chercher à comprendre. Voilà, donc c'est beaucoup moins catastrophique là sur cette deuxième résurgence du virus que la première fois. La première fois, on était complètement désorganisé, effectivement. Voilà, le problème, il est là. J'espère que si on a une troisième guerre mondiale, j'espère pas, hein, mais j'espère que c'est pas des gens comme ça. Hein. Eh ben, j'espère qu'on n'aura pas les. Non, mais j'espère, tu vois, ça me fait peur quand je les vois. Quand tu maîtrises, tu as le TGV, tu as les avions, tu as des ingénieurs et tu n'arrives pas à faire des masques, moi, ça me fait peur. Hein. Bah, vous allez voir sur MGL, on a publié une vidéo. C'est une dame qui devait se faire opérer donc dans une semaine après qu'elle ait tourné la vidéo. Donc, elle a dû faire un test Covid. Bon, elle est partie confiante, hein, forcément. Elle avait aucun symptôme, rien du tout. Elle est en super forme physique. Et en fait, son test revient positif. Donc, elle se dit, oh zut, je vais pas pouvoir me faire opérer. Mais elle se sent tellement bien qu'elle trouve ça quand même un peu bizarre. Donc, elle va dans un autre laboratoire, elle dit rien, et elle refait un test. Et son test est négatif. Alléluia. Miracle. 70%. 24 heures après. Hein. Ouais, mais 70% des tests positifs ne sont pas fiables. Tu te rends compte, c'est un truc de. C'est du foutage de gueule, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les tests, les masques, les machins. C'est une. Moi, ce qui me tue avec le masque, c'est qu'on te fout 135 balles d'amende si tu ne l'as pas. Alors déjà, celui qui te le met, il le porte là. Lui, il peut. Hein. En fait, on est vraiment dans le gouvernement du en même temps. En même Donc, temps. lui, il peut porter son masque comme ça, il faut une prune, mais toi, tu peux pas. C'est pour ça que tu ramasses la prune. Ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui me choque, je ne sais pas si mes gens, ça vous choque ou pas, à tous les paranos du masque, là, ceux qui vous gueulent dessus dans la rue quand vous le portez là, et puis que vous passez à 15 mètres, et puis qui vous voient au loin arriver, le gars, il court de l'autre côté de la rue, change de trottoir. Est-ce que vous vous posez seulement la question de savoir si les gens qui portent les masques autour de vous le changent tous les 4 heures? Ah, mais moi, je te rassure. Si vous-même, vous le changez tous les 4 heures. Moi, le mien, je l'ai lavé une fois depuis le mois de mars. Hein. C'est-à-dire que je le porte très peu. Je sors de la voiture et après, je le mets plus. Non, mais tu vois, c'est encore un non-sens. Les gens ont des masques. Alors, il y en a qui vont le changer une fois par jour. Ça va dépendre, des finances, parce que ça, c'est pas donné, à moins qu'on en ait à laver. Mais si on utilise du chirurgical, bah, c'est pas donné. Donc, bien que ça se soit redémocratisé, hein, parce qu'à un moment, on les payait vachement cher, maintenant, ça va mieux. Bon, bah, de toute façon, ils protègent pas. Les virus et tout, ils protègent pas, les masques chirurgicaux. C'est marqué sur la boîte, hein. Il faut pas, voilà. Faut pas vous faire d'illusions, les gars, hein. Mais bon, bref, admettons. Vous utilisez du chirurgical, vous allez changer une fois par jour. D'autres le font 2 fois par jour. Normalement, c'est 4 heures. 4 heures. Donc, c'est au moins 3 fois sur la journée. Et est-ce que dans les contrôles, un policier vous a déjà demandé ne serait-ce qu'une fois, est-ce que vous changez votre masque régulièrement? Il s'en fout de la réponse, parce qu'en fait, on va lui dire que oui. On ramasse déjà peut-être une prune pour l'avoir mis comme ça, alors on va pas aller en ramasser une deuxième, non? Mais, vous voyez la démarche, en fait. On vous verbalise pour un truc, on vous prive de liberté pour un truc, et en fait, derrière, on ne regarde pas que le masque, c'est peut-être un nid à microbes monstrueux, et que si on regarde au microscope, on se fait agresser comme pendant une guerre mondiale, quoi. Tellement il sera rempli de microbes. De toute façon, on ne va pas changer forcément les masques. Et les gamins, on est tout le temps en train de leur monter, mais moi je le sais, ça m'emmerde. Je tire dessus, je le déplace, je le remets à l'oreille, je l'ai en dessous, je le remonte. Enfin, et moi je sais que mon masque, il est contaminé. Enfin, il est contaminé. Et voilà, il est pas clean. Moi, je suis pas chirurgien, moi, je suis pas infirmière. Et malgré ça, on s'en tape en fait de savoir la qualité de mon masque. On me pose pas de questions. En fait, je vais vous dire, moi, mes masques, je les change quand je rentre chez une personne fragile. Ouais. En temps normal, je le porte pour pas ramasser de prunes. D'ailleurs, j'ai marqué masque anti-amende dessus. Je ne sers qu'à ça.
Par Ouais, contre, c'est ça. quand je vais chez une personne fragile, je prends un masque sain. Du bon sens. Vous savez, Voilà, mais moi, c'est pareil. Quand je vais chez des personnes, je prends les jetables. Autrement, j'ai un masque en tissu que j'ai. Mais quand La je dois même. utiliser quelqu'un, j'ai un jetable et je rentre et puis après, je le jette. Et voilà. Moi, j'ai un gentil maire qui nous a filé en tissu style string dans la boîte aux lettres. Là. Ouais, Bah, j'utilise cela tous les jours et j'ai du chir quand je vais chez des personnes fragiles. ouais, c'est ça. Même si ça protège pas des virus. C'est marqué sur la boîte. vous avez Ouais, remarqué quelque chose. Il y a une pub qui tourne du gouvernement sur le port du masque. Vous l'avez vu ou pas? Avec Non? une grand-mère? Non, pas celui-là. Un autre où on conseille où on te conseille, on dit portez le masque partout où vous pouvez. En fait, on te demande pas de le porter obligatoirement. On te conseille de le porter, d'accord? Alors que le gouvernement nous oblige à le porter. Tu vois, il y a le discours de l'État et le discours de la pub qui est totalement en décalage par rapport. Non, ouais, je l'ai pas vu. Je regarde pas la télé. Regardiez. C'est quand même une grosse arnaque, hein. Ce mec-là, il a réussi à nous mettre chez nous, enfermés, Oui. à nous contrôler tous nos mouvements pratiquement. On va y arriver. À enlever tous nos plaisirs, c'est-à-dire la bouffe, les sorties, tout ça. C'est fini, les amis. Et maintenant, il s'attaque à la famille. Parce qu'il a dit, quand il y a les enfants, le soir, vous pouvez manger chacun votre tour. Non, c'est le message des mainstream. Moi, quand je vois ça, mais je dis, mais où on va? Et là, ils sont en train de s'attaquer aussi à la liberté de la presse, aux violences policières. Oui. Ils sont en train d'essayer de masquer tout ça puisqu'ils nous enlèvent le droit de filmer. Ils essaient en tout cas de nous enlever le droit de filmer la police. Moi, je suis désolée, mais j'ai parlé avec des policiers en manif. Hein. Les policiers de Belfort, à 90%, ils sont top. Ils font du super taf, travail de communication, temporisation. Il n'y a rien à reprocher à cette police à Belfort. Aussi bien municipale, d'ailleurs c'est même les meilleurs, que nationale. L'un comme l'autre, à part quelques éléments qui ont tendu un peu plus les situations, mais sinon à 90% sont des gens qui font leur travail correctement. Et moi je dénonce les choses, mais j'aime bien le dire aussi dans tous les cas. Mais là pour le coup c'est le cas à Belfort. Moi j'ai pu le remarquer. Et en discutant avec eux, eh bien on nous dit mais moi d'ailleurs quand il n'y a rien de mal à filmer, je leur pose la question si je peux. Et ils me font signe, ouais, je m'en fous. Parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, en fait. Moi, j'ai rien à me reprocher, mon visage, il n'est pas dissimulé. Enfin, des fois derrière un masque, mais c'est un masque anti-amende. Mais c'est parce qu'on m'oblige. Sinon, je ne dissimule pas mon visage. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne se cache pas. Bien sûr. Vous avez vu la petite vidéo qui a circulé sur les réseaux où les mecs, je crois que c'est les. Comme ils appellent ça, ceux qui sont en moto, qui arrivent, la brave, avec les casques, les cagoules. Monsieur, non, vous ne pouvez plus boire, vous n'avez pas la distanciation. Non, mais tu vois ça, mais tu dis, mais même sous Vichy, c'était pas comme ça, quoi. Et c'est grave, quoi. T'es un troquet, on te dit non, il faut 1 mètre. Non, mais tout compte fait, vous allez partir. Vous laissez vos verres, vous partez. Ouais. Non, et c'est un comble, parce que les gens, ils n'ont même pas réagi. Non. S'ils sont de la même famille. Alors, si, il y en a qui ont réagi, hein, mais on se retrouve avec une certaine police, pas tous, hein, évidemment, faut pas faire d'un cas particulier une généralité. On se retrouve avec certains policiers qui arrangent la loi, l'interprétation de la loi à leur sauce. Voilà, c'est ça qui se passe. Les gens, ils étaient effectivement en terrasse sur un bar, côte à côte. Et ils ont le droit de ne pas avoir le masque, ils sont en train de boire. On leur dit non, il n'y a pas la distance, cassez-vous. Pourquoi alors, on voit une police. Dire ça, voilà, c'est pas dans les règles. Lélie, on a des policiers, quand même, le métier, la déontologie est en train de changer. On arrive avec des chefs de service qui ont des consignes, avec des commissaires qui ont des consignes, des directeurs qui ont des consignes de faire du chiffre, de plus faire du dialogue mais de la répression.
on a vu s'attaquer aux lycéens. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul, quoi. J'ai dit, c'est repris de vos gosses, mais c'est pas grave, hein. Et c'est là que ça me. Cette police, je suis en train de la voir sous un autre angle. Moi, je suis hallucinée par ce qui se passe devant les lycées. Ouais, ouais. Ah oui. J'ai pas eu l'occasion, parce que je suis pas dans une région où les lycées bougent beaucoup, en tout cas pas pour le moment. Et puis, depuis le début de la semaine, je suis aussi ici à Belfort. Mais j'ai halluciné par ce qui se passe devant les lycées. Ces gamins qui portent leurs couilles, il faut le dire clairement, et qui s'affrontent parce qu'ils estiment être dans leurs droits et qu'ils en ont ras-le-bol d'être privés de leur jeunesse, simplement. Et de voir ces gosses se faire défoncer, parce que c'est le cas. Moi, j'ai vu une photo circuler d'un gamin, le crâne bien amoché. Et les parents, ils sont où? Ouais, c'est ça. Ils sont où, les parents? Mais moi, tu fais ça à ma gamine, mais mec, le lendemain, je suis devant l'école et touche-la encore une fois, je serais peut-être arrêtée, hein, mais tu ne la toucheras pas une deuxième, hein, je te le garantis. Hein. Je te garantis. Hein. Là aussi, on sent un vent de révolte chez les jeunes. L'État a tout mis, c'est à cause des jeunes, parce qu'ils font la fête, parce que c'est à cause des jeunes. Tout le Covid, ça va être. S'il y a beaucoup de contaminés, c'est la faute des jeunes. Et la jeunesse commence à en avoir marre. Vous savez, moi, elle doit vivre. J'ai des infos qui me viennent d'une mairie quelque part en France avec tous les cas de Covid déclarés dans le personnel administratif et de la mairie. Et en fait, les cas de Covid, ils viennent de crèches, ils viennent d'écoles primaires, ils viennent de lycées, de collèges, dans le personnel, à 80 et quelques %. Et quand j'ai demandé à cette personne qui m'envoie tous ces cas, si les gens qui font pas partie des 80% ont des enfants scolarisés dans ces écoles, elle m'a envoyé des petits bonhommes qui rigolent et elle m'a dit pour une partie au moins oui. Et en fait, on garde les écoles ouvertes, on les surcharge d'élèves, on leur fait porter un masque qui les étouffe toute la journée mais qui sert strictement à rien. Et ces gamins, ils peuvent plus vivre, mais par contre, ils doivent continuer à aller en cours à tout prix. Ouais. Et moi, j'ai dans mon équipe une dame qui est atteinte d'une BPCO. Donc, c'est une maladie pulmonaire, c'est une personne à haut risque. Et cette dame, elle a 2 enfants au collège, elle a demandé à les retirer de l'école parce qu'elle, c'est une dame à risque. Elle, le Covid lui fait peur et elle a raison, comme une grippe lui fait peur de la même façon. Parce que c'est dangereux pour elle. Et on lui refuse. Et on la menace. On la menace de faire un rapport à l'académie si elle ne met pas ses 2 enfants à l'école. C'est le monde à l'envers. Vraiment. Et à côté de ça, les gosses, ils peuvent aller s'entasser dans des couloirs surpeuplés, bondés de gamins. Ils bouffent au lance-pierre le midi parce qu'on essaie de leur faire des tournantes, mais ça ne marche pas parce qu'ils sont tellement, c'est pas possible. Dans des classes de 30 élèves. Et derrière, les gamins, ils ne peuvent pas aller sur un terrain de basket jouer à 4 parce qu'il y a le Covid. Mais les gosses, ils ne comprennent pas, mais c'est normal. C'est aberrant. Tout à fait, ça c'est. Moi, je trouve que. Et aussi, on a vu émerger dans notre société les petits capots, les gens qui dénoncent. Dans les supermarchés, des petits agents de sécurité qui se prennent pour des petits capots, qui viennent là. J'ai eu affaire à un, et je dis même pas tu me touches, même pas tu me parles. Parce qu'il a agressé une petite dame qui était devant moi parce que son masque était un peu de travers. Il lui a gueulé dessus, mais je dis mais. Oh. Je dis même pas tu me parles et tu te bouges et tu la laisses tranquille. Ces gens-là sont en train de prendre, mais ces petits pouvoirs que l'on donne actuellement, on en donne et certaines personnes en abusent. Mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, je dis, on revient à Vichy. On va avoir des gens qui vont dénoncer leurs voisins. On va avoir. Ça devient insupportable. Mais c'est déjà ça devient insupportable. Les gens, au lieu de se dire, on est tous dans la même galère et on va s'entraider. Non, il y a toujours celui qui veut se faire mousser et qui va aller dénoncer son voisin. C'est le problème. Ou, ah ouais, lui, il a fait ça. Moi,
Bah moi, à l'époque, j'avais fait ça. Non, putain, arrêtez. C'est même pire que ça, c'est Moi, je supporte par pas. jalousie. Par simple jalousie, ça se fait. Mais bien sûr. Déjà en 40 comme ça, alors tu sais. Attends, on a eu un témoignage tout à l'heure d'une meuf qui travaille à la poste. Elle est entourée de plexiglas. Elle ne portait pas son masque derrière ses plexiglas dans sa petite cahute. Et ben, elle a été dénoncée par une collègue. Et la meuf, elle n'en a pas dénoncé qu'une, elle en a dénoncé 2. Quoi, elle veut sa place ou quoi? Non, mais il faut arrêter, les gars. Et voilà, ça nous rappelle à certaines heures sombres. Ouais. Et ça nous rappelle aussi qu'il faut être solidaire. Ça, je le dis, parce que malgré ça, le confinement est un moment difficile. Il faut échanger, appeler les gens. Voilà, il y a un cercle de personnes pour les rassurer. C'est important. Rendez-vous des services. Voilà, il faut retrouver la convivialité, renouer du lien et pas être dans la peur. Voilà. Et entre vous, il faut vous rassurer. Il faut regarder Hold Up. Il faut regarder Hold Up. Aussi, ouais, qui est très intéressant. Il y a 2-3 choses qui nous ont dérangé un petit peu. Mais moi, j'ai pas pu le regarder complètement. Voilà, à la fin. J'ai essayé depuis le début de la semaine, mais on est toute la journée dehors dans une température pas très élevée. Et j'avoue, dès que je suis au chaud, je m'endors. Donc, je me suis endormie 3 fois dessus. J'ai pas su le regarder jusque la fin. Non. Après, c'est un documentaire qui dénonce. Il n'y a pas de contre. Voilà, il faut bien dire, on est dans un documentaire qui est là pour dénoncer des faits qui ont été tout ce qu'a organisé ou pris comme décision des commissions médicales, l'État, etc., tous les services. On dénonce ça. Hein. On est beaucoup là-dedans et une certaine société aussi. Mais moi, le peu que j'ai vu, je pense que ça peut rassurer déjà certaines personnes. Oui. Ah oui. Je dis pas qu'il faut tout prendre, parce que je vous dis, je peux même pas le dire, je l'ai pas vu jusqu'au bout. Non. Mais au moins du peu que j'ai pu voir, moi je trouve il peut être. Enfin moi, je vous dis, il m'apaise tellement que je m'endors dessus, donc. Non, mais après. Mais ça peut apaiser certaines personnes qui peuvent se dire, bon bah voilà, finalement, c'était. Il faut savoir que à Monaco, il n'y a aucune restriction. Bon, mais je sais pas, il faut que. On a notre yacht, Bruno, là-bas, qui nous attend. Non, mais. Et ils ont 500 cas, je crois, de mémoire. C'est pas la vie de riche. Non, mais c'est ça. C'est en fait, nous, on s'en rend compte de tout ça, mais je comprends la personne qui a peur. On lui a créé cette peur. Et je vais sortir un article, je devais le publier aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je le ferai peut-être demain matin. J'ai eu un témoignage aussi et des captures d'écran que je vais publier d'une personne qui travaille dans un EHPAD qui a reçu pour le personnel de l'EHPAD des tests collectifs par 25. Donc en fait, ils ont un liquide pour tester et ils sont censés se tester. Alors déjà, c'est à la bonne volonté du personnel de l'EHPAD. Moi, je trouve ça un peu limite parce que là, ils travaillent quand même avec des personnes fragiles, donc ça devrait presque être, là, pour le coup, obligatoire. Obligatoire. Après, on le prend comme on veut, hein, c'est pas une critique. Hein. Non. Moi, si on me proposait de le faire, je sais pas si je le ferais. En tout cas, si on m'en donne le choix. Mais malgré tout, on reste avec des personnes là fragiles. Donc, je pense que ça serait quand même bien que dans les EHPAD, ce soit pour le personnel, en tout cas, obligatoire. Alors, il faut savoir. Par contre, il y a un liquide dans ces tests de contrôle à faire avant de faire le test pour être sûr qu'il soit bon. Et donc, il reçoit à part des tests un mail disant qu'ils ne sont pas obligés de faire ce test positif-négatif avant de faire le test sur eux. Donc, en fait, on s'en tape de savoir si le test il est bon ou pas bon. Oui, moi, il y a un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Et le même test, il va être fourni au kinésithérapeute, à quelqu'un qui travaille aussi avec des personnes fragiles. Mais ces gens-là devraient avoir le test PCR de suite et avoir, sur un doute dans la semaine, le passer 2 fois s'il faut. Ouais, à un moment donné, c'est là où c'est incohérent. On te dit, on est en guerre. Mais mon gars, si tu es en guerre, sois un chef. Quasiment, on va forcer les gosses à faire des tests dans. Enfin, c'est pas encore fait. Hein, il faut bien. On a vu l'info circuler. C'est sur autorisation des parents.
les enfants puissent faire les tests à l'école. Mais bientôt, on va dire aux gamins, il faut faire les tests à l'école. Et dans des endroits où il y a vraiment un risque de personnes fragiles et qu'il faut protéger un maximum, là, c'est pas obligatoire. Enfin, il y a du... Tu vois, ok, moi, l'amateurisme est encore... même pas. Ces gens-là, tout ce qui est arrivé là, on aurait pu pas tout régler, mais laisser... on sait que c'est les personnes à risque. Eh bien, on les laissait dans leur domicile, en confinement, où tout le monde sortait en même temps avec le masque depuis le début. Et on n'en parlait plus de tout ça. Mais non, mais c'était pas obligatoire le masque. Non, mais ce que je veux dire, parce que c'est des amateurs. Mais, non, mais c'est même pire que c'était pas obligatoire, c'était inutile. Inutile. Mais c'était même presque dangereux à l'époque. Mais c'était inutile parce qu'il n'y en avait pas. Non, mais en fait, oui, c'est juste parce que Sibeth ne savait pas le mettre. Voilà. Alors, comme Sibeth ne sait pas faire, 65 millions de Français sont cons et ne savent pas faire. Si comme elle n'est plus au gouvernement et que le nouveau porte-parole, il sait mettre un masque, bah, tout le monde doit le mettre. C'est logique. Là aussi, ils les choisissent, hein, parce que l'autre, à tout à l'heure, hein, parce que là. Ouais, enfin, ils sont pas mieux l'un que l'autre, hein, c'est pas le fait. Hein. Mais peut-être lui, il sait mettre un masque. En tout cas, il n'a pas dit qu'il savait pas le faire. C'est déjà ça. Ouais, il n'a pas dit ça, mais bon. Alors, il dit, je crois que c'est un clone à Manu. C'est un mini Manu. Ils ont cloné un mini Manu. Un porte-parole. Bon, en tout cas, la Sibeth, elle était marrante. Hein. Moi, elle me refaisait mes journées. Moi aussi, ouais. Ah oui, c'était sympa. Non, mais voilà, tu vois, c'est des. Quand tu prends des décisions, tu as un chef, tu vas au bout. Moi, je vois la Suède, ils ont été au bout de ce qu'ils ont fait l'immunité. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bruno, aide-moi. L'immunité collective. Oui. Ils ont misé là-dessus. Je sais pas s'ils iront reconfiner là, mais ils ont continué à vivre. Bah, écoute, en faisant 2 millions de tests par semaine, en trouvant autant de positifs qu'ils en trouvent, je comprends même pas qu'on n'y soit quasiment pas déjà, l'immunité collective. Ben oui. Moi, voilà, il y a des choses comme ça qui font réfléchir. Quand on dit, ouais, on n'a pas tellement de moyens, etc. Ah, elle a glissé, chef. Ouais. Ah, elle a glissé. Bon, mais... Voilà. Alors, je sais pas, on avait quelqu'un qui devait monter. Est-ce qu'il va monter, pas monter? La revoilà. Revoilà Lily, elle avait glissé. Elle était. T'avais glissé. C'est terrible. Hein. Non, mais voilà, toutes ces incohérences à un moment donné. Et quand on voit que les plaintes qui ont été déposées sont recevables, c'est qu'il y a quand même des instances qui disent les gars, là vous avez merdé quand même. Qui le reconnaissent. Tu sais, reprenez simplement la chronologie de Lucien Cavelier, hein, qu'on avait largement diffusée pendant le premier Covid. Au niveau des incohérences, eux aussi, ils ont glissé. Hein. Et pas un petit peu, hein, ils étaient sur des pots de bananes en permanence. Hein. Ouais. S'il y avait que ça, les médecins ont été les premiers à être aussi incohérents. Hein. Je n'ai jamais vu autant de médecins sur un plateau. Il m'en manquait de médecins dans les hôpitaux. Ils étaient tous sur BFM ou CNews. Quand tu vois le comité scientifique sert de caution, je dirais, juridique à l'État. Ah ouais, non, mais aussi. Le comité scientifique a dit que, donc on fait. On fait. Voilà. Et notre ministre du Travail qui a dit tout à l'heure, mais suivant le sondage, un ouvrier sur 4, on gère aussi le travail avec les sondages. On est dans les chiffres. On n'est plus dans une société, le rapport et les chiffres utilisés d'une façon parfois pas très catholique quand même. Enfin bon. Moi, je vais peut-être devoir vous laisser là parce que on te remercie. Attendu derrière et... Bon, merci. En tout cas, je vous remercie pour l'accueil. Ouais. Et n'hésitez pas, si vous passez du côté de Belfort d'ici au jour prochain, de passer soutenir ce collectif, hein, parce que c'est des gens qui se battent vraiment pour eux et leurs employés. Il faut le souligner. Et puis, défendez vos petits commerçants un maximum. Je sais qu'il y a des résistances qui commencent à se créer chez les petits commerçants. Malgré tout, on en revient à la traversée de Paris avec Bourvil et son cochon dans sa valise. Non, mais c'est vrai, hein, on en arrive à ça. Hein. Mais faites-le un maximum, quoi. Soutenez vos petits commerçants parce que c'est l'essence même de la France, me semble-t-il.
et vos cœurs de village et vos cœurs de ville. Enfin, moi, j'imagine pas Strasbourg, Colmar ou n'importe quel petit village avec un centre-ville. Tout est déjà en train de mourir à cause des grandes surfaces. Et il faut éviter ça un maximum, quoi. Donc, soutenez-vous les uns les autres. Il faut bien se dire que si les commerçants ne commandent plus de matières premières et qu'ils ne vendent plus, ça va mettre des gens au chômage. Mais ces gens-là ne vont plus consommer dans d'autres domaines. Et vous qui travaillez dans une usine où vous fabriquez des voitures qui vous sentez intouchables, un jour, vous ne pourrez plus les vendre, vos voitures, parce qu'il n'y aura plus personne pour les acheter. Voilà. Et c'est une chaîne sans fin, en fait. L'économie, c'est une chaîne. C'est le cas de le dire, c'est une chaîne. Si un maillon de la chaîne foire, tout foire. Et à vous qui vous pensez protégés dans vos petits bureaux ou dans vos usines ou je ne sais où, dites-vous que le commerce, c'est l'essence même de l'économie. Et que le premier employeur de France, c'est l'artisan. C'est pas l'État et c'est pas les grosses entreprises du CAC 40. Eux, c'est la bourse. Et il faut pas oublier une chose, la richesse, c'est nous. C'est pas ceux qui nous des riches, c'est l'artisanat, les petits employés, les retraités. C'est ça la richesse de la France. Et même les fonctionnaires. Parce qu'il n'y a plus personne qui paye d'impôts, il n'y a plus personne pour payer les fonctionnaires non plus. Les riches ne seraient jamais devenus riches s'il n'y avait pas Sur ce, je vous laisse. Et merci en tout cas pour l'accueil. Je dois vraiment la partir. Ok, Lélie. Mais tu m'enverras le lien. À bientôt. Un lien de vidéo que je mettrai sur mon compost ça. Vous trouvez tout sur MGL. Depuis lundi, j'y suis. J'ai fait plusieurs lives. J'ai expliqué les situations plusieurs fois. N'hésitez pas à aller les voir, à les soutenir. Et vous avez aussi collectif des entrepreneurs et des salariés en difficulté. Ok. On te remercie. Et une prochaine, on t'accueillera de nouveau, tu vois. C'était un moment convivial. On voulait discuter ce soir entre nous, pas avoir de sujet très précis, mais avoir des ressentis, un petit peu rassurer les gens et faire venir avec des gens à qui on aime partager des moments et un peu faire travailler un peu la matière grise, quoi. Merci à vous et merci encore une fois pour l'accueil. Et lâchez rien et n'ayez pas peur, c'est pas si grave que ça. On est comme des... On est qu'au début. On est qu'au début. On est qu'au début. Ciao, ciao. Ciao, Lélie. Bis, Lélie. Bon, mon garçon. Et voilà, c'est quand même... voilà. Non, c'est invertir quand même nos internautes. Nous allons avoir des lives assez costauds qui vont arriver, plus techniques. Mais ce soir, on avait envie d'être près de vous et voilà, de vous dire surtout solidarité, aidez-vous les uns les autres, parlez-vous, rassurez-vous. C'est très important. C'est très, très important. Voilà, faut éviter la peur, faut éviter tout. Couper la télé s'il faut, mais refaites société. Hein. Il faut refaire société. Et ça angoisse. Voilà, vous angoissez pas. Et surtout, un petit coucou particulier à tous les frères d'armes. N'oubliez pas de venir liker notre page et nous rejoindre aussi, car nous serons bientôt à pied d'œuvre. Si ça continue comme ça, début de l'année prochaine, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc, rejoignez-nous. Et RFM aussi, qui est aussi une voix citoyenne qui est là pour vous défendre. Voilà. C'est l'opposition au gouvernement. Hein. Quoi, Bruno? Je dis, c'est l'opposition au gouvernement. C'est ça, nous sommes des opposants politiques et nous sommes dans la légalité depuis le début, on vous le dit. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Donc, frères d'armes, rejoignez-nous. Voilà, eh bien, surtout, sur ce, on va souhaiter une bonne soirée aux internautes. Merci de nous avoir suivis. Nous devrions nous retrouver, en tout cas, oui, c'est prévu jeudi prochain pour un nouveau live. Le sujet n'est pas encore tout à fait acté, mais on sait de quoi on va parler. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, une autre chose, en ce moment, quand même, on a beaucoup d'informations complotistes. Il y en a qui n'aiment pas qu'on utilise ce terme complotiste. Mais voilà, bon, la théorie du complot est là.
On nous balance beaucoup de choses, les gens ne vérifient pas, sourcez, allez voir. Il y a des noms qui sont cités, allez voir les noms de ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des gens qui sont présentés comme professeurs ou grands scientifiques, et c'est des, excusez-moi, pour certains, c'est des merdes, hein, c'est rien du tout, et on vous enfume directement. Voilà. Donc, mon collègue Bruno a dû déconnecter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Ah, et Bruno est revenu, il repart. C'est parce que j'ai parlé de gens qui n'ont pas dit. Il y a eu une censure. Non. Bon, voilà. Donc, fouillez, cherchez, creusez, et vous verrez par vous-même que beaucoup d'informations qui sont données sont fausses, ou tout au moins ont une petite part de vérité, comme ça, et une grosse part de mensonge. Voilà, on vous met un peu de vérité dans le mensonge et on pense que c'est vrai parce que ça a la couleur de la vérité, ça a l'odeur de la vérité, mais c'est un gros mensonge. Voilà. Bonne soirée à tous, au revoir et à jeudi prochain.